Bon, merci pour l'invitation. Je pense que mes chers collègues, ils m'ont facilité la tâche parce que comme on travaille ensemble, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà dites. Alors, la question que je vous pose, qu'on peut poser, pourquoi s'intéresser au risque vasculaire chez les femmes? C'est une question que tout le monde se pose. Et en réalité, c'est une urgence épidémiologique. Pourquoi? Parce que quand on regarde la mortalité cardiovasculaire chez la femme, elle est plus importante, elle est même 5 à 6 fois plus importante que le cancer du sein, qu'on cherche qu'il fait. Et contrairement à l'homme, la première cause de mortalité, c'est les tumeurs. Et la femme, c'est la maladie cardiovasculaire. Donc c'est une urgence. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des signaux qui sont très inquiétants pour nous. La première, c'est l'augmentation de l'incidence des infarctus du myocarde, en particulier chez la femme. Il y a de plus en plus d'infarctus chez la femme jeune. Et la deuxième, c'est que la réduction de la mortalité dans l'infarctus du myocarde est plus importante chez l'homme que chez la femme. Encore une fois, la femme est discriminée. Il y a 3 risques spécifiques chez la femme. Il y a les risques traditionnels qu'on connaît, que tout le monde en a parlé. Il y a des risques qui sont liés à la période de la vie génitale, ils en ont parlé. Il y a les risques comportementaux dont on vient de parler, parce que la femme s'occupe plus de ses enfants et de la maison que d'elle-même. Alors, je vais commencer par les risques traditionnels chez la femme. Alors, d'abord, il y a une augmentation extrêmement importante chez la femme des facteurs de risque traditionnels. Le tabagisme. En France, il est vrai que depuis 2016, le tabagisme a baissé, mais on reste quand même le premier pays européen avec 20% de femmes qui fument en France. Et en plus, on a une mortalité retardée. Aujourd'hui, la mortalité cardiovasculaire chez la femme par rapport aux années 70 est plus de 75%. C'est l'effet de l'exposition retardée. Ça veut dire que les femmes qui ont fumé il y a 30 ans, c'est aujourd'hui qu'ils meurent. Et 26% des femmes jeunes qui meurent de cardiopathie ischémique, en réalité, parce qu'ils ont perdu, par les facteurs de risque traditionnels, leur protection hormonale. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, chez la femme, il y a plus de 71% de mortalité par cancer du poumon, et qui dépasse le cancer du sein, encore une fois. Et on est tous focalisés sur le sein. Alors que les choses se passent autrement. La deuxième chose, c'est la sédentarité. La sédentarité, malheureusement, elle touche beaucoup plus la femme que l'homme. Et vous voyez qu'en France, on a un patient sur 2 en surpoids. On a 16% de femmes et d'hommes qui sont carrément obèses. Et c'est une pandémie mondiale que le diabète soit aussi fréquent. Eh bien, en France, 7% de la population sont diabétiques. Je ne vous parle pas de la Tunisie. On est presque à 20% de patients diabétiques avérés, et surtout chez les femmes. Alors, en plus, ces facteurs de risque traditionnels, ils ont plus d'impact chez la femme que chez l'homme. Ça veut dire qu'une femme diabétique, ou une femme qui est hypertendue, ou une femme qui fume, elle a plus de risque de maladie cardiovasculaire que l'homme qui fait exactement la même chose. C'est-à-dire, encore une fois, les facteurs de risque qu'on connaît, ils ont plus de gravité chez la femme que chez l'homme. Si on regarde cette étude, voilà une étude de 314 femmes qui ont moins de 50 ans et qui ont fait un infarctus du myocarde. Vous voyez, les facteurs traditionnels sont là. Les facteurs spécifiques, on va en parler, ça va. Et ce qu'il a dit Hakim tout à l'heure, c'est parfaitement vrai. Donc, 90% des symptômes, c'est exactement les mêmes. Sauf qu'on veut croire que la femme a des symptomologies autres. Alors, il est vrai que la patiente, et c'est pour ça qu'on se trompe, qu'elle a une protection hormonale. Cette protection hormonale est due à l'estrogène 2. Qu'est-ce qu'il fait, cet estrogène 2? Eh bien, il est cardioprotecteur. Pourquoi? Parce que il augmente la synthèse des NO au niveau de l'endothélium. On sait que le NO est vasodilatateur. Il baisse le stress oxydatif et il diminue la mort cellulaire par moyen, ça veut dire la fructose. Mais cette protection hormonale spécifique à cette femme est parfaitement altérée si la femme a des facteurs traditionnels, des facteurs de risque traditionnels, et bien ça annule
cette protection hormonale. Et en plus, comme on travaille ensemble avec Kim, on a à peu près les mêmes diapos. Vous avez les facteurs scientifiques, les facteurs spécifiques dont je vais revenir. Alors, les facteurs, maintenant, spécifiques à la femme. Bah, la femme, en activité génitale, elle a des grossesses. Eh bien, l'accouchement prématuré, comme vous le voyez, il est quand même, il touche 5 à 12% des naissances, mais c'est un facteur de risque indépendant de maladies cardiovasculaires. L'hypertension gravidique, elle multiplie par 3 à 4 l'hypertension permanente, et elle favorise les cardiopathies ischémiques. Le diabète gestationnel, ils en ont parlé aussi, il multiplie par 2 la maladie cardiovasculaire, etc. Et la persistance d'un gain en poids. En réalité, ce qui compte pour la femme, c'est pas le poids qu'elle prend au cours de la grossesse, c'est le poids qu'elle garde un an après. Si elle garde son poids un an après, c'est un facteur de risque cardiovasculaire et elle risque de ne plus perdre ce poids en surplus. Alors, si elle veut éviter cette grossesse, elle va prendre la pilule. Eh bien, la contraception hormonale en dehors des maladies cardiovasculaires, ça veut dire que si la femme n'a pas de pathologie cardiovasculaire, il faut absolument qu'elle évite la contraception combinée, oestroprogestative. Et surtout, ne pas l'associer au tabagisme, parce que ça augmente tout ce qui est hypercoagulabilité, des thromboses artérielles, des thromboses veineuses. Alors, chez une femme qui a moins de 35 ans, ou qui a une migraine avec aura, c'est contre-indiqué. Il faut pas qu'elle prenne cette contraception combinée. C'est la femme qui a plus de 35 ans, si elle a une migraine et elle a le tabac, et elle fume, il faut absolument qu'elle prenne pas cette contraception œstroprogestative. Qu'est-ce qu'elle peut prendre alors? Eh bien, elle peut prendre la contraception progestative, microprogestative, parce qu'il y a moins de problèmes cardiovasculaires avec, et surtout, il faut toujours lui dire que si elle a une contraception, surtout qu'elle ne fume pas. Alors, maintenant, si cette femme, la même femme, a une pathologie cardiovasculaire, eh bien, ce qui n'était pas souhaité avant devient contre-indiqué maintenant, parce que cette femme, maintenant, elle a un problème cardiovasculaire. La contraception combinée est interdite. Il faut absolument lui conseiller une contraception progestative pure ou un dispositif intra-utérin. Maintenant, la ménopause. On arrive à la ménopause parce que la femme, elle arrive à un certain moment à être ménopausée. Et là, tout le problème métabolique change. Alors, elle a souvent des flashs, la femme qui est ménopausée. Eh bien, ces flashs représentent un facteur de risque cardiovasculaire indépendant s'il est très très grand. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des hormones substitutives ménopause. Mais il faut savoir que ces hormones qu'on donne, et que si la patiente elle a une pathologie cardiovasculaire, il ne peut pas lui donner des hormones substitutives. Il vaut mieux qu'elle continue uniquement avec les flashs et qu'elle rajoute pas l'hormonothérapie substitutive qui est dangereuse. Si elle n'a pas de pathologie cardiovasculaire, il faut savoir quelques principes. La première, c'est que si elle débute cette hormonothérapie 5 ans après la ménopause, ça ne sert à rien. Et la deuxième chose, il faut savoir que cette hormonothérapie substitutive qu'on donnait en fait pour éviter les maladies cardiovasculaires, eh bien on agravait, on donnait des maladies cardiovasculaires. Donc il vaut mieux les éviter. Alors, les maladies qui sont associées. Vous savez, ces maladies auto-immunes, l'uliculture inflammatoire, c'est connu. À cause de l'inflammation et de la microcirculation, de la microcirculation, il y a plus de pathologies cardiovasculaires. Mais comme ce lupus et la polyarthrite rhumatoïde sont plus fréquents, ou la sclérodermie d'ailleurs, qui sont plus fréquentes chez la femme, eh ben, ça représente un facteur de risque chez la femme plus que chez l'homme. La radiothérapie, surtout la radiothérapie du sein gauche, ça donne des calcifications coronaires, ça donne des calcifications valvulaires, ça donne des coronopathies, des anthracyclines, ainsi que la chimiothérapie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les effets de cette chimiothérapie, cette radiothérapie, peuvent survenir 10 ans après, d'où il faut absolument suivre ces femmes, même après guérison du cancer. Puis les facteurs comportementaux qu'on vient de dire tout à l'heure. On a des fausses idées. La femme, elle est protégée par ses hormones, et donc, on ne la croit pas. Et elle-même, si tu veux, comme disait Hakim tout à l'heure, elle s'occupe de ses enfants, de sa femme, de son mari, et elle se néglige, ce qui est complètement faux, raison pour laquelle les femmes arrivent tard, et les femmes sont
sous-traités. D'ailleurs, dans les nouvelles recommandations en 2021, tous ces facteurs spécifiques à la femme sont reconnus par les sociétés scientifiques. Et maintenant, comme disait Hakim, eh bien, il ne faut pas limiter les facteurs de risque aux facteurs de risque de l'homme. La femme a ses propres facteurs de risque. Il faut absolument en tenir compte. Alors, quel programme de réadaptation? Quel programme de réadaptation faut-il proposer à cette femme? D'abord, comme partout, elle est beaucoup moins représentée. Elle vient pas en réadaptation cardiaque. Il y a 36% de moins par rapport à l'homme. Et on voit très bien sur cette image de la Société française de cardiologie du Gers, on voit très bien, regardez, après un infarctus du myocarde, 24% des femmes viennent, alors qu'il devrait être 100%. Donc, elles sont en plus après mal suivies. Alors, il y a des barrières qu'on connaît, évidemment, les barrières, vous connaissez, la patiente est plus âgée, elle a un surpoids, elle a de la famille, etc. Mais ces barrières, il faut les casser, ces barrières, par faire comprendre dans nos médecins que la femme est aussi menacée, même plus que l'homme, il faut l'envoyer absolument à l'adaptation cardiaque. Comme vous le savez, l'adaptation cardiaque, c'est pas uniquement faire du sport, c'est pas une salle de sport. C'est aussi la prise en charge psychologique, c'est aussi l'éducation thérapeutique, le sévrage tabagique, l'éducation nutritionnelle, etc. Donc tout est centré autour du sport pour que les patients viennent, les patientes viennent, mais il n'y a pas que ça. Alors, est-ce qu'il y a un programme spécifique pour la femme? Oui. À la femme, quand vous la adaptez, il vaut mieux la adapter ce qu'on appelle en interval training. Ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse un effort important, puis elle baisse d'un effort important, puis elle baisse d'un effort important, puis elle baisse, contrairement à un effort permanent pendant 20 minutes ou 30 minutes. C'est démontré chez la femme, et je vais vous le montrer. Voilà 2 études qui vous montrent que la femme, il vaut mieux qu'elle fasse de l'interval training. Ça veut dire, en fait, du fractionné et pas du continu. Alors, il y a autre chose qui est en défaveur de la femme, c'est que on sait très bien que la musculation est extrêmement importante. Pourquoi la musculation est importante? Pour 2 raisons. Parce que la sarcopénie, quand vous avez une faiblesse musculaire, c'est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant chez la femme. Donc, il faut absolument qu'elle fasse aussi de la musculation, surtout chez la patiente âgée ou diabétique. Et il faut savoir que, et ça, on vient de le découvrir, c'est qu'en fait, le muscle, c'est une glande endocrine. Elle fabrique de la myokine. Cette myokine va aller au niveau du cerveau et va protéger contre l'Alzheimer, c'est pour ça que les sportifs en font moins, va augmenter tous les aspects cognitifs, de la concentration, et c'est pour ça que on est en train de reculer maintenant en France. On propose plus de récréation. Pourquoi? Parce qu'avant, on pensait que quand les enfants jouaient, eh ben, ils perdaient leur temps. Pas du tout. Quand ils rentrent des jeux, ils sont beaucoup plus concentrés parce qu'il y a cette myokine qui est fabriquée par le muscle périphérique et qui va au cerveau et qui favorise tout ce qui est cognitif. Alors, quelle modalité agressive? Alors, on cherchait, on s'est dit, est-ce que les femmes, il vaut mieux les mettre toutes seules en réadaptation et les hommes seuls ou ensemble ou chez elles? Et finalement, vous savez qu'en France, on a beaucoup de difficultés à mettre les femmes seules et les hommes seuls parce qu'ils vont nous traiter de fanatiques. Donc, c'était fait aux États-Unis. Eh bien, pour tout ce qui est, je veux dire, observance, c'est exactement la même chose. Sauf que les femmes qui font chez elles, elles font plus. Et les femmes qui font avec les hommes, ils progressent plus parce qu'ils se confrontent justement à l'homme. Alors, il y a d'autres pathologies spécifiques, je vais passer assez rapidement. La dissection coronaire, Hakim, il en a parlé, elle est surtout chez la femme, et la femme jeune. Il y a des facteurs prédictifs, il y a une dysplasie fibromusculaire qui est à cause de ça, parce qu'en fait, il y a une faiblesse de la paroi artérielle, et c'est pour cela que ça se fissure et ça forme un hématome. Et alors, le traitement, il l'a dit, l'angioplastie, résultat 0, la coronarographie, la chirurgie cardiaque, c'est pareil. C'est pas tout à fait 0, mais c'est pas bon du tout. Alors donc, pourquoi? Parce qu'en fait, la cicatrisation est spontanée. Vous voyez là, sur cette image, que la cicatrisation d'une UVA, un mois après, elle est revenue à la normale. Donc, il faut un traitement conservateur, et la même diapo a été projetée par Hakim tout à l'heure, je reviens pas. Il faut surtout pas les mettre sous héparine, même après un acte d'angioplastie. Alors, on sait très bien que ces femmes, il faut traiter l'hypertension artérielle parce que c'est un pronostic
et les bêta-glucans, ça donne aussi un meilleur pronostic. Alors, c'est vrai qu'il faut les traiter de façon conservatrice, mais quand même, le pronostic est mitigé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le pronostic, visiblement, il n'est pas aussi bon que ça, puisque, vous voyez, les événements cardiovasculaires sont 17% à 4 ans et 29%. Et quand ça revient en postpartum, eh ben, ça revient 20% dans le mois qui suit. C'est quand même énorme. Donc, il faut bien faire quelque chose. Alors, la dissection. La réadaptation dans la dissection coronaire. Eh bien, tu vois, Hakim, quand il réadapte une patiente qui a une dissection spontanée coronaire, tu vois, tu baisses ses douleurs thoraciques parce qu'elle a souvent des douleurs thoraciques récurrentes, tu augmentes sa capacité physique, tu augmentes donc sa VO2, et surtout, les événements cardiovasculaires majeurs dans la suite baissent de 26% à 4%. Donc, il faut absolument la réadapter. Alors, le Takotsubo, c'est une maladie assez particulière, qui a été décrite par un japonais, et en fait, ça survient souvent, c'est la femme qui est déjà ménopausée, et à la suite d'un stress, elle fait un vrai infarctus du myocarde, décalage du ST, douleur, augmentation de la troponine, mais un mois après, elle récupère tout. Et quand on fait une coronographie, la coro est normale. Donc, la physiopathologie est compliquée, je ne peux pas vous la dire aujourd'hui, mais sachez que c'est surtout chez la femme ménopausée. Alors, les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée, elle est très fréquente chez la femme, et on sait, vous voyez que l'entraînement, il améliore la capacité d'effort, il améliore la fonction diastolique, etc. Je passe assez vite parce qu'il y a plus de temps. La cardiopathie péripertome. La cardiopathie péripertome, c'est une cardiopathie qui est idiopathique et qui survient soit les derniers jours de la grossesse, soit juste après l'accouchement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut être grave. La mortalité, selon les études, va de 5% à 50%, mais dans la majorité des cas, il y a 50% de récupération totale entre 6 et 6 mois. Mais, il faut quand même les prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut une prise en charge multidisciplinaire, parce que elle peut dégénérer très vite, et elle peut nécessiter une assistance circulatoire, elle peut nécessiter même un défibrillateur implantable quand la fraction d'éjection est inférieure à 35%. Alors, quel résultat sur les capacités d'effort chez la femme? Eh bien, apparemment, la femme a une capacité d'effort moindre. Et quand on la adapte et on lui fait faire du sport, eh bien, elle s'améliore moins bien. Une question qui est posée, on va savoir pourquoi. Alors, sur la mortalité, la réadaptation cardiaque, même l'exercice du sport, il baisse la mortalité à peu près de 27 à 46%. Mais en réalité, quand on regarde cette baisse de mortalité de la femme par rapport à l'homme, eh bien, c'est bénéfique à la femme. C'est la femme qui gagne plus que l'homme quand elle fait de l'exercice physique et de la réadaptation. Sur le pronostic, eh bien, le pronostic, quand on fait des efforts, il est meilleur chez la femme que chez l'homme. Alors là, c'est le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Là, c'est les recommandations. Vous voyez qu'il faut 1A. La recommandation européenne, c'est pareil. Je passe très vite au cas clinique. Voilà une patiente qui est arrivée. Vous voyez, elle a 70 ans, cette femme. Elle a une épreuve elle a des douleurs thoraciques typiques. Elle a un bilan lipidique à peu près correct. Et puis, on lui fait une épreuve d'effort parce qu'elle a de longueur typique. Épreuve d'effort, vous le voyez, on ne peut plus positive. Avec un seul décalage de 2 mm en V5, V6. Donc, cette femme, on lui propose de faire une coronographie, ce qui est normal, une épreuve d'effort positive. Épreuve d'effort, sténose itérative, 2, IVA moyenne, IVA proximale, serrée, qui nécessite une angioplastie. On lui dit, madame, on va vous faire une angioplastie. Elle dit, non, à mon âge, on me charcute pas, je n'en veux pas. Et donc, on lui propose de la réadaptation cardiaque. On lui dit, madame, est-ce que vous pouvez rester chez nous, etc. On lui donne le programme, on fait un programme complet. Et vous pouvez me croire, voici ce qui se passe. À la fin de son séjour, épreuve d'effort maximale négative.
Et donc, elle dit, mais pourquoi, là, vous m'avez posé une angioplastie, vous foutez de ma gueule? Non, madame, parce que il y a 2 traitements et on va proposer un, vous n'avez pas voulu, on va pas... Alors, comment ça marche, ça, en fait? Comment ça marche, cette histoire? Eh bien, vous voyez sur cette image, vous voyez, c'était en noir, donc on part d'une tension artérielle et on arrive à une fréquence cardiaque où il y a le seuil ischémique. Quand on fait des efforts, eh bien, on baisse la tension et la pression artérielle. Et vous voyez, pour arriver à la même fréquence pression artérielle, il faut aller plus loin. Et donc, on recule, en fait, le seuil ischémique. Comment on recule ce seuil ischémique? C'est une question qui se pose. D'abord, quand vous faites des efforts, votre endothélium va fabriquer des NO. Ce NO, eh bien, il est extrêmement vasodilatateur. Donc, vous allez augmenter la vasodilatation, et voilà comment ça se passe. Donc, vous avez des NO qui sont formés au niveau de l'endothélium, il va aller au niveau de la cellule musculaire lisse, et puis il va provoquer une relaxation, et cette relaxation va entraîner donc la dilatation artérielle, pareil avec les bêta-2. Alors, ce qu'on vient de découvrir, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, le NO, il est fabriqué au niveau de l'endothélium, il ne quitte pas l'endothélium. S'il le quitte, c'est pour aller de l'endothélium vers la média, justement pour dilater cette artère. Eh bien, aujourd'hui, on sait une chose, c'est que le NO peut migrer au niveau de la mitochondrie et il protège la mitochondrie de la mort cellulaire, et c'est pour cela que les sportifs font moins de problèmes. Et même s'ils meurent au cours de l'exercice, ils ont une mortalité moindre parce qu'ils sont protégés, parce que leur mitochondrie est plus résistante à l'ischémie myocardique. Alors, une autre question qui s'est posée, et ça, on a fait, nous, une étude qui était d'ailleurs acceptée à l'ESC. Très bien, on vasodilater l'artère. Mais comment ça se fait dans cette étude d'Ambrecht, qui est un Allemand, qui fait de la réadaptation et qui fait de la coronagraphie, il a pris des patients qui sont coronariens, qui ont des sténoses coronaires, il les a randomisés, sport, réadaptation cardiaque, angioplastie. Et il fait une scintigraphie myocardique après. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que à la scintigraphie myocardique, eh ben, la récupération de l'ischémie myocardique est exactement la même. Dans les deux. Comment ça se fait qu'on a laissé une sténose dans une artère et on a la même revascularisation myocardique? Et donc, nous, on s'est intéressé à ça. Et donc, avec un ami, l'échographiste est là, il va nous dire ce qu'il pense. Donc, lui, il faisait la réserve coronaire par une échographie transthoracique, et moi, je la fais par voie hémodynamique. Et on trouve que à peu près la même chose, ça veut dire qu'il peut calculer la réserve coronaire par une ETT. Et, vous voyez là, et là, on voit très bien, si tu veux, que la FFR et la CFC, c'est-à-dire par l'écho, c'est exactement la même chose, c'est la même courbe à peu près. Et on a démontré, et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une réserve coronaire avant l'exercice, une réserve coronaire après l'exercice, et on a démontré que la capacité physique va de pair avec l'évolution de la réserve coronaire. Et donc, ce qui se passe quand vous faites l'exercice, eh bien, 2 choses se passent, et c'est pour cela que vous reculez votre seuil ischémique. La première, c'est que vous allez avoir du NO qui va provoquer une vasodilatation et apport plus de sang, et donc d'oxygène. Et de l'autre côté, vous allez augmenter la réserve coronaire de votre patient, puis c'est comme ça que vous reculez votre seuil ischémique. Merci beaucoup, j'ai fini. Donc là, c'est le bouquin qui va sortir bientôt, et là, c'est notre congrès pour ceux qui veulent venir ou envoyer une étude ou ils veulent participer tout court. Merci beaucoup, Dr Ghanem. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Oui. En Tunisie, clairement, ça n'existe pas. Donc, comment gérer une personne, un patient qui a une absence cardiaque ou bien qui a fait une angioplastie, comment gérer le sport, la vitesse, les courses automatiques? Il faut surveiller la dyspnée, il faut surveiller la fréquence cardiaque. Comment il faut faire? Bon, une très bonne question. Alors, en réalité, quand vous faites un effort, quand vous commencez à faire un effort, au début, vous allez consommer
autant d'oxygène que de rejet de CO2. Et donc, vous n'êtes pas gêné pour respirer. Le O2 que vous portez à la circulation coronaire va donner de l'énergie pour que le cœur fonctionne. Donc, jusque-là, tout se passe bien. Mais à partir d'un certain moment, l'O2 que vous portez n'est plus suffisant pour faire de l'énergie. Donc, on fait appel à la glycolyse anaérobie. Et dans la glycolyse anaérobie, vous allez avoir un peu plus d'énergie pour continuer, mais vous allez avoir du CO2 à éliminer. Et comme ce CO2, ce qu'on appelle, c'est quand vous arrivez à ce stade-là, eh ben, le CO2 que vous devez expirer en plus, vous allez augmenter votre fréquence respiratoire. Ça s'appelle le seuil anaérobie. Et ce seuil anaérobie, on peut le calculer par la VO2, mais on dit aux patients, parce qu'il y a, j'ai pas le temps là, on a une échelle de Borg. Et cette échelle de Borg, il faut que le patient te dise, je suis au niveau de 12 à peu près, parce que l'échelle, elle va de 1 à 20. Et ce niveau 12, c'est le niveau avec lequel le patient, quand il fait un effort, il est essoufflé, il peut parler sans tenir une discussion, il ne peut pas chanter. Si le patient fait un effort, il peut chanter et parler, il est largement au-dessous. Donc il faut que vous lui dites, voilà, vous faites un effort, et à partir du moment où vous pouvez parler sans tenir la discussion et vous ne pouvez pas chanter, vous restez à cet effort-là. Et ça, c'est l'effort qui correspond à peu près à ce seuil anaérobie que quand on fait. Ça veut dire qu'à ce seuil-là, le patient a besoin de sa glycolyse anaérobie pour avoir de l'énergie et continuer l'effort, mais il fabrique en plus de CO2 qu'il faut éliminer et donc il augmente sa fréquence respiratoire. Donc la fréquence cardiaque n'a rien à voir. C'est parallèle. La seule chose, c'est le coronarien, parce que le coronarien, c'est à partir d'une fréquence cardiaque que l'ischémie apparaisse. C'est extrêmement important, mais c'est très facile à dire. Vous lui donnez une montre et vous lui dites la fréquence cardiaque ne doit pas dépasser telle fréquence cardiaque. C'est très simple. Donc, moi, en pratique, donc, quelqu'un qui fait du sport à domicile, tapis roulant, par exemple, vitesse moyenne, 3 à 4. Donc, il est essoufflé. Donc, à un certain moment, il est essoufflé. Donc, il continue à ce rythme, mais il doit parler pour voir s'il peut supporter les paroles ou la chanson. Comment faire? Il faut bien compris. Ben, peut-être. C'est très simple. Est-ce que vous pouvez parler continuellement? Non, il ne peut pas. Oui. Il peut dire 2 mots et s'arrêter. Est-ce que vous pouvez chanter? Il ne peut pas chanter. Et ben, c'est l'effort. C'est très facile, c'est des choses très pratiques. D'accord. Il met sa femme à côté, il commence à lui parler. Si au bout de 2 mots il arrête, ben c'est là, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter là. Parce que les gens qui peuvent parler continuellement, ils sont au-dessous du seuil. C'est Mohamed. En tant que médecin généraliste, on a compris que les facteurs cardio-prédisposants sont différents. Que la femme, elle a peut-être plus d'artères sinueuses, qu'elle fait plus d'hématome, qu'elle fait plus une dissection. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour ne pas aller faire des gestes qu'on devrait faire pour un homme qui a un syndrome coronaire aigu? Il faut éviter les anticoagulants. Non, mais là, c'est quand elle a une dissection. On est déjà à la dissection pour éviter des anticoagulants. On n'est pas à la dissection. En pratique, il faut être très simple. En pratique, il faut lutter contre les facteurs de risque connus traditionnels. Il faut faire de l'exercice physique. Point. Si elle fait ces deux-là, c'est déjà bien. Lutter contre les facteurs. Parce qu'il y a des facteurs que tu ne peux pas lutter contre. Je veux dire que si elle a fait un diabète gestationnel, ben si elle développe un diabète, c'est développé. Mais une fois qu'elle l'a développé, il faut quand même le traiter. Ouais, j'ai une question. D'abord, une remarque, parce que je trouve ça très intéressant. Les mitochondries qui permettent de générer l'ATP viennent de la maman. Exclusivement de la maman, puisqu'elles sont dans l'ovocyte et c'est pas des gènes qu'on partage comme celui du papa. Donc, quand on a de la résistance physique, ça vient de sa maman. Donc, on peut la remercier. La résistance contre l'ischémie. Contre l'ischémie. Et donc, ma question est la suivante, c'est que les vertus du sport, tu me connais, c'est capital, c'est un truc très important. Mais combien de patients à l'issue d'un infarctus du myocarde
et à l'issue d'une réadaptation, continuent à faire du sport dans leur vie quotidienne, parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais combien de gens le font? C'est ça ma question. Est-ce que cette IVA proximale, c'est très bien de la réadapter et machin, mais est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il va continuer à faire du sport, changer de mode de vie? Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu connais l'article 51 de la Sécurité sociale. Bon, l'article 51, nous, on a eu 5 études qui étaient acceptées par cet article. Eh bien, on a développé ce qu'on appelle la téléadaptation. Et la téléadaptation, les patients se font chez eux. Et quand les patients font l'adaptation cardiaque chez eux, au début, on a fait une étude et en fait, ils étaient surveillés par le centre référent, par des objets connectés. Et on a démontré que non seulement pas c'est efficace, c'est très sécurisant pour le patient, et en plus, le patient continue à faire chez lui. Et là, la différence importante, c'est qu'il y a beaucoup de barrières qui sautent. Pourquoi? Parce que avant, il va aller au centre. D'abord, c'est loin. Et ensuite, il faut qu'il aille de telle heure à telle heure. Et là, il le fait quand il veut. Parce qu'il est chez lui. Quand il a le temps, il fait son quart d'heure. Et donc, c'est pour cela que si tu veux, il faut absolument utiliser les moyens de communication actuels, modernes, pour développer les choses. Et donc, justement, j'en parle de la téléadaptation pour ton article. Je me permets juste un commentaire et une question pour aller dans le prolongement. Tu as parlé des petites astuces pour le sport, la téléréadaptation en France. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a des applications qui existent pour faire les autres aspects, c'est-à-dire la compliance thérapeutique, l'éducation thérapeutique, la prévention secondaire, qu'on pourrait conseiller aux collègues? C'est-à-dire que nous, si tu veux, en France, c'est peut-être, on a plus les moyens, mais on a quand même les clubs Cœur et Santé. Les clubs Cœur et Santé, c'est quand les patients sortent de l'adaptation, ils sont inclus dans ces clubs. Et ces clubs, il y a cardiologues volontaires, des cardiologues volontaires, des diététiciennes volontaires, des psychologues volontaires, etc., qui continuent à en Il n'y a faire. pas d'application gratuite qui existe là-dessus à ce jour, à ta connaissance? Non. Pour l'instant, si tu veux, nous, ce qu'on a fait, parce que l'article 51, il dit, si vous faites de l'innovation et vous montrez que ça marche, on va rembourser. Et donc, c'est ça, l'article 51. Et dans l'article 51, nous, on a donc 5 projets qui sont acceptés et on a démontré que ça marche, que c'est efficace et sécurisant. Et donc, à partir de là, si tu fais de la téléadaptation chez toi, elle est remboursée par la Sécu.